équipe parce que tu sais coacher certaines personnes et d'autres non. Quoi, exactement. Et puis, il y a la philosophie. Est-ce que les joueurs que tu as rentrent dans ta philosophie? Voilà. Donc, par contre, quand tu n'as pas le choix, tu t'adaptes quand même à aux joueurs que tu as. Quoi. Voilà. Bienvenue à La Parole au Coach. La Parole au Coach, c'est un podcast qui parle de parcours, ambition et philosophie. C'est essentiellement dédié au coach pour l'instant de basket. Après, on verra comment on évolue dans le temps. Alors aujourd'hui, on est avec Franck, qui nous accueille ici à Levallois, c'est ça? Exactement. Ok, Franck, si bienvenue. Merci beaucoup. Du coup, si tu peux te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, donc moi, c'est Franck Le Goff. Aujourd'hui, j'ai une double casquette. D'abord, j'entraîne à Levallois l'équipe de National 2. Et je travaille aussi dans la direction technique avec deux garçons, Lubin Pâtissier et Colin Tégédor. Donc ça, c'est ma première casquette. Et la deuxième casquette, c'est celle d'entraîneur adjoint, responsable adjoint du pôle d'Île-de-France, à Châtenay-Malabry. Du coup, la partie filles, plutôt garçons. Garçons. Ouais, c'est les garçons à Châtenay, c'est les garçons, les filles sont à Aubonne. Voilà. Et donc, je cumule ça depuis le mois de fin août. Ok, très bien. Voilà. Ok, très bien, c'est noté. Et du coup, dans la parole au coach, généralement, on commence toujours par quelle voie tu es rentré dans le coaching. Et je voudrais savoir, toi, si ça peut être par une expérience marquante ou quelque chose comme ça, ou même du mentorat. Toi, comment tu es rentré dans le coaching pour qu'aujourd'hui tu sois coach N2 et responsable du pôle masculin? Alors, moi, j'ai toujours voulu entraîner, toujours. J'ai commencé à entraîner, j'avais 17 ans. Okay. J'avais pas de diplôme du tout. Je voulais encadrer une équipe. On m'a donné une équipe de... J'étais joueur au Racing Club de France à l'époque. Okay. J'avais quitté le club de Sceaux. Et je voulais entraîner et les gens le savaient autour de moi. J'ai pas pu entraîner tout de suite au Racing parce que toutes les équipes étaient complètes au niveau des coachs. Mais on m'a proposé d'entraîner des benjamins au PUC. Donc c'est marrant parce que pour l'anecdote, donc j'y suis allé. C'était la génération à l'époque 60. Je crois que c'était des 77, 78, je crois. Quand je suis arrivé au PUC, à la fin du mois, on m'a donné de l'argent et j'ai dit mais ah bon, on peut être payé en coachant? J'avais pas du tout cette notion, je pensais qu'on entraînait par passion, quoi. Voilà. Donc j'étais encore joueur, hein, j'étais junior, hein, et espoir, mais ça me plaisait, je voulais entraîner, je voulais encadrer des jeunes. Voilà. Okay. Voilà. Ensuite, j'ai passé des diplômes. À l'époque, les diplômes fédéraux, ça a bien changé depuis. Hein. Ah, ça mais dans l'animation, animateur, etc., entraîneur jeune, entraîneur région, etc. Et très tôt, j'ai obtenu mon BE1. En 91, j'avais 20 ans. Okay. Voilà, donc j'ai eu ce qu'on appelle le BE1, ce qui est l'équivalent aujourd'hui du DE. Okay. J'ai eu mon BE1 à 20 ans. Donc, et je savais que c'est ce que je voulais faire en fait. Je voulais entraîner des jeunes. Par contre, c'était pas entraîner à haut niveau. Hein. C'était, j'étais éducateur sportif de la ville de Paris. Je voulais aller dans les quartiers les plus chauds. Donc on m'a envoyé dans le 20e. Je suis allé dans le 19e, dans le 20e. Je voulais encadrer des jeunes qui étaient un peu en échec et leur expliquer qu'avec le sport et notamment le basket, on pouvait faire de belles choses. Voilà. Et donc ça m'a plu tout de suite. Et petit à petit, ensuite j'ai entraîné au Racing des jeunes, des U15 France, la génération des 80. On a été au Final Four en finale du championnat de France. C'est la génération de Mamoutou Diarra, Mehdi Mari, qui était coach de Limoges il n'y a pas si longtemps, qui est coach de la Tunisie actuellement. Et plein d'autres joueurs encore, qui ont évolué en N2, en N1, etc. Et puis ensuite, j'ai entraîné des U18 France, mais c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi au départ. Le haut niveau, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était encadrer des jeunes. Vraiment dans la formation, dans la transmission. Dans la formation, dans la transmission, exactement. Et puis ensuite, on a fait appel à moi comme assistant, et puis pour développer des idées sur la formation, etc. Ça m'est arrivé, quand j'entraînais des minimes, d'aller devant des écoles avec un panneau marqué « Tu veux jouer au basket, viens me voir ».
et c'était à Port de Clichy, puisque j'entraînais à Fragonard, à Port de Clichy. Et j'allais devant un collège pour essayer d'attirer un maximum de jeunes. Voilà, et puis comme ça, j'ai eu la chance d'entraîner plein de gamins, plein de jeunes formidables. Certains ont fait carrière, mais d'autres sont devenus des hommes. Et c'était ça qui m'intéressait en fait. C'est ça le boulot d'éducateur, entraîneur. Exactement, moi je voulais pas qu'on dise que j'étais un entraîneur, j'étais un éducateur. Entraîner ensuite, c'était très bien. C'est vrai que quand on a des objectifs avec les gamins, etc., c'est vrai que rencontrer une équipe adverse, etc., ça motive les gens, c'est intéressant. Dans le process, c'est intéressant. Mais moi, plus que ça, c'était vraiment de les guider, en fait. Surtout que je récupérais souvent des gamins qui étaient un peu laissés pour compte, des familles monoparentales, des familles où ils étaient le 10e frère et qu'on s'en occupait pas trop, etc. Et du coup, ça me plaisait un peu de prendre le relais des parents pour être le grand frère, en fait. Voilà, j'étais obnubilé par cette idée de grand frère, en fait. Voilà. Et donc, les opportunités derrière m'ont amené à coacher sur du haut niveau, puisque j'ai entraîné en Pro B. Très jeune, j'ai entraîné à Arcueil en Pro B, j'avais 27 ans. J'ai entraîné à Saint-Étienne en Pro B. J'étais assistant coach du PSG Racing à l'époque, d'un coach comme Didier Debèze, auprès de qui j'ai énormément appris. Donc c'était dans les années 2000. Et puis ensuite, j'ai entraîné des filles à Sceaux, en MF1. Et puis ensuite, je suis parti au Liban. Ça m'a amené au Liban, le basket m'a amené au Liban. Ouais, dans un pays formidable et passionné de basket. C'est le sport numéro 1 là-bas. D'ailleurs, c'est une des rares équipes qu'on retrouve souvent au championnat du monde. Les Français ont encore joué contre eux l'été dernier. Donc voilà, j'ai fait 2 ans, ça c'était exceptionnel. J'ai ouvert une académie là-bas d'ailleurs. Cougar Academy, et il y a des jeunes joueurs qui ont évolué en France, comme Youssef Kerab qui a fait 5 ans à Limoges et qui joue à Michigan maintenant, qui est arrivé ici à 15 ans. J'ai aussi, on a un garçon qui est à Dijon aussi, Karl, ça se passe bien, et puis il y en a plein d'autres qui vont arriver, donc et puis c'est encore ce rôle d'aider les gens en fait. Exactement. De donner on va dire, c'est comme si tu apprenais à pêcher aux jeunes basketteurs qui sont un peu en recherche d'eux-mêmes en fait. C'est ça, et puis de croire en leurs rêves, quoi, d'essayer de les aider à franchir quelques marches. Après, ça dépend plus de moi. Mais au moins, par exemple, pour ces petits Libanais, au moins de les sortir d'un peu de la grisaille de leur pays qui va très très mal, pour suivre leur rêve qui est de jouer au basket, en fait. Et si ça marche, c'est tant mieux, mais si ça marche pas, c'est pas grave, parce qu'ils voient d'autres choses, en fait. Parce que le basket, c'est une excuse, c'est une motivation, c'est un fil rouge, c'est un fil conducteur pour leur passion, leur vie et leurs objectifs et leur motivation. Mais derrière ça, quand ils débarquent en France, derrière, ils voient un autre système, ils voient des choses, ils partagent avec des gens, et puis au final, s'ils ont des opportunités ils étudient en France, etc. Et puis si ça peut je le redis, les sortir de leur grisaille et de leur galère dans leur pays, qui est un pays abandonné par le monde, eh bien c'est super. C'est super. Et s'ils sont pas basketteurs, c'est pas grave. Mais si au moins ils s'en sortent et qu'ils ont réussi, et qu'ils peuvent avoir un diplôme ou quoi que ce soit en France, etc., c'est magnifique. J'aurais réussi. Voilà. Très bien. De toute façon, là, c'est tout à ton honneur. Et c'est vrai que c'est une bonne cause. Et pour le coup, si le sport peut aider, parfois. Mais le sport aide, on le voit vraiment de plus en plus. Et après, dans mes expériences basket, j'ai fait 15 ans à Nanterre, où on a écrit avec Pascal et tous les bénévoles et Jean Donadieu, notre président, une histoire du basket français incroyable. C'est pareil, c'était avec toute la modestie, toute l'humilité qui nous caractérisait, on va dire, et on a réussi, quoi. Donc, et on a réussi avec très peu de moyens, mais en ayant une croyance et une foi dans notre travail, en fait, et dans le fait de travailler avec des gens qui étaient revanchards, à qui on n'avait pas donné une chance, etc., quoi, voilà. Et donc, moi, je m'y suis retrouvé puisque c'était la base de ma vie coaches, en fait. Dans le sport aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Ok, très bien. Du coup, au vu de ton expérience, qui est assez riche et assez immense d'ailleurs, et qui a commencé très tôt, en prenant l'exemple de ce pourquoi tu as commencé à coacher, l'académie et ainsi de suite,
En fait, ton regard m'intéresse sur l'évolution du basket aujourd'hui. Parce que tu m'as raconté l'anecdote où tu te retrouves même devant les collèges à mettre des pancartes pour demander qui voulait jouer au basket. Bah, aujourd'hui, le basket a énormément changé en France. On a beaucoup plus de basketteurs, mais moi, à mon petite échelle, j'arrive à voir la différence et tout. Et toi, comment tu vis cette différence-là, en fait, de l'évolution qui est presque explosive du basket? Oui, oui, bah, elle est explosive d'abord parce que le basket est devenu un sport ultra médiatique, notamment grâce à la NBA, il faut dire ce qui est. Nous, à notre époque, on ne voyait pas beaucoup de matchs de la NBA. On remerciait chaque jour et chaque seconde Canal+ d'avoir ramené un peu la NBA sur ses antennes. On avait quelques cassettes vidéo. Il faut dire qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait les ordis, c'était très rare. Donc en fait, grâce à la NBA, grâce à l'exportation de nos joueurs français dans les clubs NBA, etc., bah, on a vu de plus en plus de gamins vouloir faire du basket en disant bah, si lui il a réussi, moi je peux réussir aussi. Alors bon, il y a le foot en France évidemment qui est sur notre planète depuis des années, hein, qui est complètement autre chose, mais il n'empêche que la NBA aujourd'hui, c'est très simple, la différence c'est que les gamins ils jouent au basket pour jouer à NBA. Nous quand on joue au basket parce que bah, d'abord ça nous plaisait, on jouait entre potes. On jouait beaucoup aussi au niveau scolaire. On voulait battre le collège, après le lycée, voilà, parce qu'on avait des copains un peu partout. Donc ça, c'était une motivation aussi. Et puis, on pensait pas trop à essayer d'être un joueur professionnel, en fait, parce que d'abord, financièrement, ça rapportait pas tant qu'aujourd'hui. Donc, on voulait juste jouer au basket parce que voilà, ça nous permettait d'exister, ça nous permettait d'avoir une certaine valeur vis-à-vis des autres, aux yeux des autres. Aujourd'hui, quand un gamin commence, quand on fait des entretiens avec les enfants, voilà, c'est quoi ton ambition en termes de niveau de jeu? Moi, je veux jouer à NBA. Il n'y a que ça dans la bouche des enfants. Je veux jouer à NBA, je veux jouer à NBA. Alors, pourquoi la NBA? Bah, parce que ça rapporte énormément d'argent. C'est-à-dire que c'est à la même échelle que les joueurs de foot. Il n'y a pas deux sports dans le monde où on peut gagner autant que le foot. Il y en a un, c'est la NBA. C'est même pas une question de sport, c'est où est-ce qu'on peut aller, c'est aux États-Unis. Voilà. Les droits télé, ça se compte en milliards, donc comme au foot. Donc c'est l'équivalent du salaire d'un joueur de foot. Donc voilà. Sauf d'être un des meilleurs joueurs d'Euroleague, et à ce moment-là, on peut se frotter un peu aux joueurs de football. Mais si on reste dans notre ligue française ou dans d'autres pays, sans pour autant jouer en Euroleague, etc., bah, c'est pas la même chose. On gagne pas les mêmes salaires. Donc aujourd'hui, je crois que je trouve ça un peu dommage. C'est l'argent qui gravite autour de la NBA. On le voit parfois, des gamins qui sont draftés et qui partent là-bas et qui jouent jamais, mais c'est sûr que comment refuser... On va encore s'aller avec nos Français, Kylian Hayes, oui, bien sûr, et pourtant c'est des garçons qui ont été draftés 7, 8e position. Hein. Donc ouais, mais sauf que c'est sûr que si on était à leur place, prendre les contrats qu'ils prennent, c'est sûr que ça met à l'abri des familles, ça met à l'abri des proches, ça peut se comprendre, il y a des gens qui ne le comprennent pas, on peut le comprendre. À côté de ça, quid de l'amour et de sa passion du jeu, voilà. Mais oui, ce qui a changé, c'est vraiment cette philosophie de jeu. On le voit aussi au niveau des espoirs, quand les espoirs sortent de leur centre de formation, quand on leur propose de la Nationale 1, parfois de la Nationale 2, ou de la Pro B, chez certains, il y en a qui disent « mais ça va pas ou quoi, moi je suis un joueur d'athlète élite, ou alors moi je vais jouer en Euroleague, etc. etc. » Bon, je pense qu'on veut griller des étapes. Moi, la différence que je vois, c'est qu'on grille des étapes et que les joueurs aujourd'hui sont des consommateurs. C'est-à-dire que voilà, comment arriver au plus haut niveau, c'est bien, ils travaillent plus par contre. Je trouve qu'ils se prennent des coachs particuliers, des choses comme ça, ce qui est pas si mal que ça. On a tendance à voir le mal partout. Tu prends ton coach particulier, t'es un joueur de plot, t'es ceci, t'es cela. Mais à l'époque, on disait aux gamins, vous travaillez pas assez. Moi, je préfère les voir dans une salle, tant pis, à payer quelqu'un pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais bosser avec le ballon. Malgré tout, ce sera pas à perte. C'est sûr que de jouer en 3-3, c'est beaucoup mieux. Du 1 contre 1, du 2 contre 2, c'est-à-dire être dans la réalité du jeu, plutôt que du 1 contre 0 pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais on peut considérer que c'est des gammes. Exactement. Bon, donc il y a du pour, il y a du contre. Donc ça aussi, du contre, pardon. Donc ça aussi, ça a évolué, beaucoup évolué. Maintenant, il y a des coachs perso qui prennent des gamins en travail individuel, etc. Bon, très bien.
Moi, je trouve que c'est une bonne évolution. Maintenant, je pense aussi qu'il faut former plus d'entraîneurs. Ça, c'est important. Il faut donner des contenus. Mais maintenant, avec Internet, on peut trouver quand même beaucoup de colloques. Hein. Moi, j'ai une base de données de colloques qui est impressionnante. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, que ce soit en France ou autre part. Et puis, quand il y a des colloques qui sont organisés, moi, je vois au niveau de la Ligue, c'est surtout pour les recyclages. Oui, Et si demain la Ligue organise des colloques avec des entraîneurs, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui viennent. Je suis pas sûr, malheureusement, je suis pas sûr. Est-ce que ça ne serait pas lié justement au semblant de colloque qu'on peut avoir quand on va faire les recyclages justement? Parce que les entraîneurs justement pour le recyclage, la plupart ils vont pour se dire si j'y vais pas, je peux pas continuer la saison. C'est ça, et pour moi c'est devenu un peu. Pour moi c'est pas comme ça qu'on doit penser. C'est toujours bon d'écouter je veux dire, moi j'étais acteur du colloque pour la prénat, les U20, les U17, enfin etc. Il y en a beaucoup qui m'ont dit tiens, sur l'heure et demie que tu as parlé, j'ai noté 2 points que j'avais complètement laissé passer. C'est gagné. C'est toujours ça de gagner, effectivement. C'est parfait, voilà. Mais ils sont venus pour avoir le recyclage et au final, ils repartent avec un peu de contenu quand même, quoi. Voilà. Donc, je pense que de ce côté-là, plus au niveau de la France, je trouve que c'est très français, justement. C'est dommage qu'on n'ait pas des anciens coachs qui puissent, qui est une école de coach en fait. On en parle depuis des années. Bon, ça voit pas le jour, mais on a trop tendance à former pour des diplômes, mais pas à former des entraîneurs pour comment dirais-je, des savoirs, des contenus en réalité. Alors, il y a même des échanges d'expérience parfois, parce qu'en fait, ce que l'autre a vécu, il permet de ne pas faire les mêmes erreurs, ou en tout cas les éviter. C'est important, et je sais que chaque été, je crois qu'il y a Pierre Vincent qui fait ça, etc., mais au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs. En fait, on se demande, les entraîneurs français, mais qu'est-ce que vous foutez en fait? Vous pensez que vous savez tout? Ou parce que c'est pas un Américain, ça vous intéresse pas? Ou parce que parfois il y a ça aussi, quoi. Donc, je trouve ça, peut-être aussi, ça peut venir de certains entraîneurs qui ne veulent pas partager. Il y en a. Moi, je pense que c'est la plus grosse problématique qu'on a en France. Moi, en tout cas, à mon échelle, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà dans les clubs, mais en général, c'est rare d'avoir une osmose entre tous les entraîneurs. En fait, chacun va essayer de vouloir prouver sa valeur, parce que justement, chacun veut prendre la place de l'autre. Bien sûr. On a des concurrences un peu. Après, c'est sûr. Après, c'est à charge au club d'avoir une direction technique qui met en place des choses et qui recrute des entraîneurs qui vont pouvoir mettre en place ces choses-là. Voilà. Je pense qu'il y a certains clubs, enfin en tous les cas, le Valois, c'est ce qui se passe, pour que chaque équipe arrive à peu près à développer le même style de jeu, que ce soit de l'école de basket, mais c'est exactement ça, avoir une identité et que quand on joue Nantais, on sait que ça va jouer comme ça, quand on joue le Valois, on sait que ça va jouer comme ça, quand on joue un autre club, on sait pour ça, il faut qu'on ait des coachs qui ont eux-mêmes une identité. Bien sûr. Après, on continue à former des coachs au sein des clubs aussi. Ça, je pense que c'est le rôle de tous les clubs, de pouvoir aussi distiller et de faire chaque mois, travailler sur un thème avec tous les entraîneurs du club, bien sûr par catégorie. Forcément, quand tu parles du pick and roll en U20, ça ne va pas intéresser les U11, ce qui est normal. Mais voilà, avoir un fil conducteur de travail, de façon de travailler, même sur le coaching. Parce qu'il y a 2 choses quand on entraîne. Il y a entraîner et coacher. Ça n'a rien à voir. On peut être très fort d'un côté et moyen de l'autre, et vice-versa. Bon, d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, sans qu'on digresse un peu par rapport au sujet. Mais moi, personnellement, ce qui m'a intéressé d'abord dans le coaching, dans le boulot d'entraîneur de manière générale, c'est d'abord le coaching. C'est d'abord le match, en fait. Et ensuite, j'ai vu que si je veux que mes joueurs puissent exécuter ça, il faut que je les entraîne d'abord individuellement, ensuite collectivement. Et vous, par exemple, comment vous êtes rentré dans le coaching? C'est plus par le fait d'entraîner, l'aspect social ou le coaching? Non, moi c'est le contraire. J'aime pas coacher. D'accord. Non. Moi, j'aime apporter une certaine rigueur dans le travail. J'aime apporter une exigence. J'aime apporter un cadre. Voilà. Et dans ce cadre, ensuite, on ouvre un peu ou on referme en fonction des uns et des autres. J'aime apporter des choses individuelles dans ce que je peux percevoir sur certains. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Que ça soit physique, que ça soit cardio, que ça soit athlétique, que ça soit technique, que ça soit tactique. Voilà. Souvent, on fait des entraînements collectifs.
Mais sur les 10, il y en a 3 que ça va intéresser parce qu'ils débutent, parce qu'ils savent pas trop, et les autres, ils l'ont déjà vu. Donc il faut savoir adapter ces choses-là. Et donc moi, je suis plus un peu dans cette stratégie d'entraînement que sur le coaching. Coacher les gens quand ils sont dans le stress, coacher les gens... en fait, c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Ok, très bien. Voilà, c'était vraiment les entraîner. Bon, bien sûr, après, avec l'expérience, etc., je me suis aperçu que c'était sympa aussi de tout ce qu'on mettait en place dans la semaine, de voir comment ça se passait le week-end et comment ils allaient digérer un peu tout le travail mis en place et derrière le valoriser un peu sur le match, quoi. Voilà. Okay. Mais c'était pas ma motivation. D'accord, très bien, bah, c'est noté. Parce que j'avoue qu'on est un peu différents tous là-dessus par rapport à ce qui nous a rapprochés. Et justement, avant ma seconde question, tu nous as un peu parlé de ton parcours et ensuite là de ton idée sur l'évolution du basket. Moi, je voudrais savoir en tant qu'entraîneur aujourd'hui, parce que ça peut évoluer tout le temps, quelle serait ta philosophie en tant qu'entraîneur? Bah, je crois que quand on est entraîneur, il faut développer les gens. Il faut les développer. Moi, on m'entendra jamais dire j'ai formé un tel, j'ai formé un tel, j'ai formé un tel. C'est pas vrai. Moi, j'ai formé personne. J'étais sur la route de joueurs qui sont professionnels aujourd'hui. J'étais sur la route comme au même titre que le premier entraîneur, comme au même titre que l'entraîneur avant moi, l'entraîneur juste après moi, et le gamin était professionnel. Donc en fait, on a tous des choses à apporter aux jeunes, aux joueurs, à n'importe quel âge, mais j'irai certainement pas dire je l'ai formé, parce que l'avoir formé, ça veut dire que tu l'as de ses 9 ans jusqu'à ses 18, 19, 20 ans. Or, c'est pas vrai, tu t'entraînes pas 9 ans ou 10 ans un joueur. Donc, par contre, développer, la philosophie, c'est de développer les gens, c'est de les comprendre, analyser les points comment dirais-je, de progression, toutes ces choses-là, leur apporter ce dont ils ont besoin, essayer d'élever le niveau d'exigence, j'en parlais tout à l'heure, pour voir jusqu'où ils peuvent aller et quel chemin ils empruntent, et servir un peu de tuteur, d'être aussi un peu dans l'autonomie, parce que c'est très important, on réclame beaucoup d'autonomie, mais parfois on n'en donne jamais. Ce qui fait qu'après, quand les gamins jouent, ils passent leur temps à regarder leur coach, qu'est-ce que je fais. Ça, c'est pas une solution. Donc en fait, c'est d'accompagner, comme le ferait un parent avec son enfant, c'est d'accompagner et de développer. C'est le plus important pour moi, c'est ça ma philosophie, développer le temps que les gamins soient avec moi. Okay. Voilà. Et après, c'est bien aussi, c'est ce qui est positif, c'est qu'ils voient une autre méthode et que la méthode de l'un, de l'autre et encore fait qu'in fine, on obtient un joueur. Mais c'est ça la force, c'est que tous les joueurs ne se ressemblent pas parce qu'ils ne sont pas passés dans les mêmes mains. Exactement. Donc c'est ça qui est une force qui est intéressante. Donc là où peut-être moi je suis très très fort, et peut-être qu'un autre sera moyen, mais sauf que là où il est très très fort, moi je serai moyen aussi. Et c'est le joueur qui est gagnant. Hein. Et évidemment. Donc voilà, moi ma philosophie c'est ça, c'est développer. Tant que j'ai des gamins entre les mains, les développer, bien évidemment, avec l'expérience que j'ai. Et si le gamin a un certain potentiel, c'est sûr que moi j'ai la chance d'avoir été à haut niveau pendant plus d'une vingtaine d'années, et je sais ce que là-haut on recherche comme type de joueur. Donc j'essaye d'orienter un peu le travail, les exigences par rapport à ce qui va arriver quand il va rentrer dans le monde de requin, où on va attendre beaucoup de performances de sa part. Ok, très bien. La transition est toute trouvée, parce que justement, c'était ma seconde question. C'était, on va dire, on se met à la place d'un coach qui va être le point d'entrée du gamin dans le basket. Sachant que tu es au pôle avec les garçons, c'est un peu même pour les filles, on va dire, par quelques détails près. Quels sont pour toi les prérequis pour qu'un coach puisse développer un joueur dans des bonnes conditions, et surtout par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que le joueur ne tombe pas facilement dans « je veux être pro », d'abord se former avant de pouvoir prétendre à des choses? Moi, je pense qu'il faut mettre des objectifs aux joueurs et un plan de travail. Et tant que ces objectifs ne sont pas atteints, on ne peut pas dire « moi, je veux être là ». Oui, mais tant que ça, pour y arriver, tu n'as pas passé ces caps-là, ça va être compliqué. Même si c'est pas une réalité, c'est-à-dire que parfois,
Il y en a, mais c'est des gens doués, hein, c'est des gens qui ont un vrai talent. Ils arrivent à passer d'une étape à l'autre et à grimper plus vite l'échelle que les autres. Ou parfois, voilà, exactement. Donc moi, je parle pas de l'exception, je parle en généralité. L'idée, c'est c'est d'avoir un plan, d'expliquer au gamin par quelle étape il doit passer, et ensuite attaquer directement. Et évidemment, on parle de fondamentaux. Chacun a sa croyance sur ça, mais c'est les bases. Les bases. De toute façon, tant qu'on n'a pas les bases, c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'il y a un vecteur ultra important aussi, et le plus jeune possible, c'est le mental. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, même quand on a 9 ans, même quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et dans le mental, il y a un mot qui est très important, c'est la confiance. Et je crois que ça, on a tendance à oublier, on entraîne les jeunes, double pas, dribble, passe, très bien. Ok, très bien, pas de problème. Moi, j'en ai vu qui sont champions du monde du double pas, droite-gauche, du même tir, gestuel de tir, etc., du dribble, qui voit tout, etc., et qui n'ont jamais passé le cap. Parce que là-haut, ils ont toujours douté de ce qu'ils faisaient, et ça a toujours été le frein. Et quand on joue au basket, il ne peut pas y avoir de frein. Ils n'ont pas eu l'éducateur qui leur a dit « tu peux te faire confiance ». Non, et c'est pas à cause de l'éducateur, c'est aussi un manque de formation de l'éducateur sur le mental. C'est compliqué. Quand on voit un gamin réussir toutes ses lay-ups à l'entraînement et qu'il n'en met pas un en match, y a des éducateurs qui prennent ça en se disant ouais, il n'est pas concentré, il s'est pas préparé comme il faut, donc je vais le mettre sur le côté, etc. Non, c'est peut-être un gamin qui a peur. C'est peut-être un gamin qui n'est pas sûr de lui. C'est peut-être un gamin à qui on n'a pas assez dit c'est pas grave si tu rates. C'est pas grave. On est tous passés par là. C'est pas grave. Très important, ça. Plutôt de lui dire les gars, vous ratez pas un lay-up. Un lay-up, c'est un tir facile. Hein. C'est un tir très facile, un lay-up. Donc il n'y a personne qui rate ça. Voilà. Dans la façon de faire, c'est peut-être voilà. Et moi, je pense que on augmente les charges de travail de plus en plus petits. 3 entraînements, 4 entraînements par semaine à 12 ans. C'est beaucoup, hein. En plus de l'école où il faut qu'il soit ultra concentré, avec des cours de 50 minutes, etc., qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent, avec des contrôles, des choses, etc. S'il arrive à l'entraînement, le gamin, et que il vient de passer une sale journée, il vient de rater un contrôle, à la maison, il se fait secouer un peu parce qu'au niveau des études, il faut que ça tourne, etc., et qu'il arrive à l'entraînement complètement effondré mentalement, etc., s'il a quelqu'un derrière lui qui lui gueule dessus parce qu'il rate des tirs et qu'il n'est pas concentré, et ceci et cela, terminé. Le gamin, il n'ira pas très loin, quoi. Donc en fait, je pense qu'il y a une partie mentale qui est capitale. Une connaissance du mental, et c'est pour ça que je pense qu'il y a certains coachs qui doivent se former là-dessus. Ouais, je pense aussi. Chez les jeunes, quand je dis coach, éducateur, pas chez les pros. Hein, parce que après, moi, ça m'arrive d'aller sur les terrains, un peu à droite à gauche. Moi, j'ai des enfants qui jouent, j'ai un garçon qui joue en U13, etc. Je vois des éducateurs, je suis outré. D'entendre ce que j'entends, je suis outré. Le coaching que je vois, la façon dont certains éducateurs s'adressent à des enfants, je parle à un niveau départemental, régional pareil, mais bon, déjà au plus petit niveau de compétition, moi j'hallucine en fait. J'hallucine. Et je dis, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de formation et de formation d'entraîneurs, en fait. Voilà. Parfois, il y a des clubs, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils ont des gamins qui attendent quelqu'un et ils n'ont personne, donc ils vont prendre quelqu'un sans s'assurer que c'est quelqu'un qui a des compétences. Et puis c'est une catastrophe au coaching. Et puis les gamins, ils arrêteront le basket. Donc, c'est pour ça que cette partie mentale, pour moi, elle est capitale. Et si l'éducateur a cette partie mentale, je pense qu'on aura encore de meilleurs joueurs. Mais vraiment. Moi, je suis d'accord avec ça. Vraiment. Et je serais même pour que dans les processus de formation, que ce soit encore beaucoup plus mis en valeur. Je sais que ça évolue avec le temps, parce que moi, du coup, j'ai vécu le micro-changement qu'il y a eu entre les formations d'avant et maintenant. Et, c'est vrai. Et je trouve que ça serait pas mal qu'on puisse vraiment mettre l'accent dessus. Parce que l'aspect mental, on néglige souvent. C'est pas mis en valeur. Non, mais c'est vrai. Le gamin qui arrive, de sa tête, normalement, en tant qu'éducateur, tu dois savoir qu'il est bien ou pas bien aujourd'hui.
Tout à et fait. d'approcher pour essayer de voir Tout ce à qui se fait. passe. Tout à fait. Et puis ça enlèverait de la pression, ça. Et puis voilà, cette histoire de mettre de la pression aux gens pour gagner. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut être champion du monde du département. Tout le monde veut être champion du monde de la région. Tout le monde veut... Mais en fait, c'est pas ça le plus important. Mais les résultats, malheureusement, valorisent. En fait, aujourd'hui, dans notre vie d'entraîneur et d'éducateur, bah oui, celui qui a des bons résultats, c'est un bon entraîneur. Celui qui n'a pas des bons résultats, c'est un mauvais entraîneur. Mais en fait, quand on regarde à haut niveau, parfois il y a des très bons entraîneurs qui ne sont pas au bon endroit, avec les bons joueurs, et qui échouent. Donc ils sont coupés, ils sont virés. Et puis l'année d'après, ils prennent un club et ils sont champions de tel pays, ou ils sont en finale de tel truc, etc. Pourtant, c'est le même coach. Exactement. En 6 mois, 1 an, c'est exactement le même coach. Bah, c'est le contexte, justement, parce qu'on parle de contexte souvent, même pour les joueurs, d'ailleurs pour les coachs c'est vrai, parce que là, quand tu m'as évoqué cet exemple-là, j'ai tout de suite pensé au coach espagnol qui a coaché au PSG, au football, qui est parti ensuite en Angleterre, ça se passait bien, et en Espagne aussi. Emery, son nom. Justement, c'est question de contexte, et comme on disait tout à l'heure avant qu'on commence, c'est comme arriver dans un club, quand je te parlais de turnover dans les niveaux N2 et N1, bah, arriver coacher une équipe que tu n'as pas choisie, c'est jamais simple. Parce que tu as ta philosophie, tu as ta manière de voir les choses, tu as ta manière de coacher, même si en tant que coach, la qualité première doit être l'adaptation. Bien sûr. Mais en soi, le contexte compte aussi beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Et enfin, pour moi, c'est très important. C'est très, très important. Et aussi de bien se sentir là où on est, de bien se sentir. Et ces fameux résultats, parfois, fait qu'on en oublie un peu la première raison pour laquelle on est dans un club, c'est développer les enfants. C'est les développer, c'est leur apporter du contenu, c'est leur amener avec pédagogie des choses, les faire aimer leur sport, leur donner la passion, etc. Et bah ouais, mais si je perds, si je suis pas champion de région, on va pas me garder, tout ça. Les gars, c'est pas, pour certains, c'est leur métier, mais pour la plupart des gens, c'est pas leur métier. Je veux dire, c'est un plus, ils ont un métier à côté, donc faut pas. Et il y a beaucoup de coachs qui se mettent de la pression et qui, au final, la renvoient sur leurs joueurs et leur équipe. Exactement. Et on sent que les gamins sont timorés, on sent que, en fait, c'est pas ça le but, c'est pas l'objectif, c'est pas, voilà, je veux dire, t'es pas champion région, mais tu développes les enfants, ça, c'est une vraie victoire. Et la reconnaissance des joueurs, généralement, on l'a toujours. Exactement. Du coup, on arrive un peu vers la fin. Pour conclure, généralement, je voulais savoir, en tant que coach, si tu veux, on va dire, sortir une qualité qui t'appartient en tant que coach, en premier, ce serait lequel? Et ensuite, s'il y avait, on va dire, pas un défaut, ce serait plus une axe d'amélioration en tant que coach aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais malgré ta carrière et tout ça? Non, je pense que un très très bon coach, alors ça va paraître paradoxal. Pour moi, en tous les cas, un bon éducateur, il doit être patient. Okay. Voilà, de la patience. C'est ce que je disais tout à l'heure. On veut des résultats tout de suite, on veut... Non. Les enfants grandissent différemment les uns des autres par rapport il y en a qui vont prendre 20 cm, il y en a qui vont être tout petits, mais si ça se trouve, le pic de croissance n'est même pas atteint, ils sont pas dedans, etc. Enfin bon, et on n'est pas assez patient en fait. Quand on forme les jeunes, on n'est pas patient. On veut qu'ils réussissent tout de suite, et c'est une grosse erreur. Mais pourquoi c'est paradoxal? Parce que quand on est à très haut niveau, il faut qu'on gagne. Les résultats. Mais c'est deux métiers différents. C'est ça. Moi, c'est ça que je veux expliquer aux jeunes entraîneurs. C'est deux métiers différents. Ne pas croire quand on développe des gamins, qu'on est un entraîneur professionnel. Et je le vois dans la structure des entraînements, dans la façon de coacher, on a l'impression de voir des coachs pros, mais avec des amateurs. Les enfants, c'est des amateurs. Donc, il ne faut pas se comparer quand on est éducateur à des coachs pros. C'est deux métiers différents. Il y en a qui sont là pour détecter des jeunes, voir le potentiel que les gamins ont. Gamin qui ne sait pas jouer, mais wow, il a un changement de rythme, il a une explosivité, il a une vision, il a une posture. Voilà. Mais par contre, il n'a pas de main gauche, il n'a pas une gestuelle de tir, machin. C'est pas grave, ça c'est notre boulot après, c'est pas un problème. Mais déjà, s'il a quelques critères qui sont ceux que je viens de dire, ça peut être intéressant. Bon voilà, ça, c'est un éducateur. Ensuite,
j'ai détecté, j'ai vu à peu près le gamin, comment il pouvait être, etc. Qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qu'il avait, je vais lui apporter, etc. Crescendo, tranquillement, sans lui mettre de la pression, etc. Et si je l'ai qu'un an, je vais le faire pendant un an, et quand il va passer à l'étape supérieure, je vais échanger avec l'entraîneur qu'il va avoir après. Si je l'ai pendant 2 ans, je le fais pendant 2 ans, etc., etc. Très bien. Ça, c'est l'éducateur. À n'importe quel niveau, c'est l'éducateur. Pour que, in fine, vers les U20 là-haut, U17, U20, U18, U20, cette catégorie, ça y est, là on est un produit, je ne vais pas dire un produit fini parce qu'on progresse tout le temps, mais que ça soit athlétiquement, techniquement, tactiquement, stratégiquement et mentalement, on est du répondant. On est quelqu'un qui puisse vraiment repousser ses limites et avoir un niveau d'exigence très très haut et avoir une organisation dans le travail, dans la récupération, dans ces choses-là. Là, chacun, on aura tous fait notre travail, à chaque étage, on aura tous fait notre travail, ce sera parfait. Ça, c'est un métier. Quand il arrive là-haut, deuxième métier, joueur professionnel. Là, je prends un produit quasi fini à 90%. 85-90% peut-être, chez certains 100%. Et là maintenant, c'est son métier. Parce que je rappelle que de U7 à U20, c'est pas son métier. Hein. Ou à U17 ou 18, c'est pas son métier. Il est étudiant à côté de ça. Il est enfant, il se développe et il est étudiant. Bon, donc c'est pas son métier. Quand c'est son métier, à ce moment-là, il y a des exigences où là, c'est son métier. Mais si on lui a signé un contrat, c'est que forcément, il peut être joueur professionnel. Donc là, je coach un joueur professionnel. Pour prendre le meilleur de lui, pour avoir des résultats. Exactement. Et pour qu'il apporte ses qualités à mon équipe pour soit le maintien, soit avoir des playoffs, soit être champion, soit jouer des coupes, soit etc., etc. Et en continuant à le développer. Mais attention, il y a une chose commune entre les deux, chez les gamins et chez les pros, c'est que c'est des humains. Faut pas oublier, c'est pas des robots. À 20 ans, quand c'est un produit fini, c'est pas un robot. Il faut accepter, et c'est pour ça qu'il faut de la patience aussi, il faut accepter que même un joueur professionnel, il puisse passer à côté d'un match, il puisse passer, il rate un tir, il puisse rater des choses. Voilà, c'est un peu le lien commun entre les deux. Voilà. Ok, très bien. Pour finir, du coup, généralement, je finis toujours par... je sais pas si tu as des projets à venir, ou même en termes d'ambition. Aujourd'hui, tu es au Levallois, en N2, et tu as la partie avec la Ligue. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as encore envie d'aller voir d'autres choses? Parce que tu as quand même vu pas mal de choses avec le basket. Est-ce que tu as encore cette envie-là, ou pour l'instant, écoute, tu vis les choses comme elles sont? Pour moi, l'opportunité de rejoindre le pôle cette saison, j'ai l'impression en fait de boucler la boucle. C'est-à-dire que ma première passion, c'était la transmission, comme on a dit au début de cette interview, la passion de donner, la patience, former les gens, etc. Quand je suis sorti de ces 15 ans formidables à Nanterre avec des joueurs professionnels, j'ai découvert, je me suis dit que j'avais assez donné à haut niveau. Stop. C'est un autre mode de jeu aussi, le haut niveau. Complètement. Non, mais plus, on a fait 10 finales, on a gagné 8, donc c'est extraordinaire. Hein, je veux dire, je disais encore à mon fils hier, tu te rends compte, bon voilà, tu es à haut niveau, tous les jours tu vas au travail, tu fais des sacrifices énormes vis-à-vis de la famille, etc. Je disais à mes enfants, je ne les ai pas beaucoup vus, etc. Mais au final, moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai 8 médailles d'or chez moi. Donc, c'est la place numéro 1, quoi. Donc, c'est incroyable. J'ai des amis qui entraînent depuis 35-40 ans. Ils ont fait une finale dans leur vie. Il y en a qui n'en ont même pas fait, quoi. Donc, je suis un privilégié, en fait. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter avec le haut niveau parce que je voulais à nouveau redonner les choses. Je voulais à nouveau revenir à la base. Et quand j'ai signé ici aussi à Levallois, c'est une équipe qui venait de perdre son coach, qui était parti pour d'autres cieux pour travailler sur un niveau pro. Je découvre une équipe que j'ai pas faite, panique parce que le championnat il commence 10 jours après. Voilà, et j'ai aimé ça. J'ai aimé qu'on me fasse confiance et j'ai aimé, c'est de la Nationale 2, c'est de la 4e division française. Et en fait, j'adore ce niveau-là parce que d'abord je le découvrais. Et que c'est un niveau qui est formidable avec des passionnés, que ce soit les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs, que je pouvais apporter quelque chose parce qu'à un moment donné, je pense que là-haut, j'avais plus rien à apporter en fait.
Ok. Et le haut niveau m'apportait plus rien. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est très important, ça. Continuer à faire des beaux hôtels, des trucs, des matchs dans les belles salles. En fait, c'est pas ça la réalité. En fait, c'est pas la réalité. La réalité, pour moi, ça n'engage que moi. Hein, pour moi, j'ai senti que ma place, elle était mieux un peu plus bas, pour que justement toute cette expérience acquise pendant ces 25 années de haut niveau, je puisse la retransférer et la retranscrire à des gens avec qui je pourrais travailler. Donc l'opportunité de Levallois avec des dirigeants formidables s'est présentée. Donc j'ai sauté sur l'occasion avec des super joueurs. Voilà, et j'ai refait l'équipe cette année et je prends un plaisir comme si j'étais il y a 15 ans, je veux dire, à Nanterre. Parce que voilà, on a à nouveau des objectifs. Voilà, on essaye, on se dit tiens, on essaie de se projeter, on essaye de et ça c'est l'essence un peu de moi de ma vie et de ma passion du basket. Et avec les jeunes, bah, c'est de leur dire voilà, moi j'ai fait 25 ans de haut niveau, je sais ce qui vous attend là-haut et je vais vous transmettre toutes mes idées et tout ce que j'ai vu là-haut pour voilà, même si c'est une année, bah, si c'est pour 2 ans pour les premières années, bah au moins ça vous fera un petit bagage comme ça quoi. Donc aujourd'hui, on peut dire que je suis vraiment à ma place. Je suis vraiment épanoui comme pas possible. La boucle est bouclée. Je reviens à la formation, mais même sur la N2, j'arrive à changer la mentalité de certains joueurs sur le travail, sur même la tactique, etc. Il y a des joueurs qui me disent ah ouais putain, pourtant j'en ai fait des clubs, mais ça j'ai jamais vu, tac tac, voilà. C'est une bonne chose. Moi, c'est ça qui m'anime, en fait. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime. Donc, je suis super bien et je suis vraiment très épanoui dans ce que je fais aujourd'hui. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus et merci d'avoir partagé toute ton expérience avec nous. Bah, j'espère bonne saison en tout cas. Ouais, merci. Et puis toi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais je trouve chouette aussi. Toi, tu es un passionné de basket. Exactement. Ça se voit. Tu prends du temps pour faire ces interviews. Je les ai pas toutes vues, mais j'en ai regardé quelques-unes et je trouve que c'est hyper enrichissant. C'est une initiative perso qui prouve, je pense, une énorme passion, comme je le disais, pour le basket. Ça, on se rejoint un peu tous parce qu'on est passionnés par ce sport-là. Toi à ta façon, moi à ma façon, les autres à leur façon. Et c'est super en fait. Moi je trouve ça. Donc, franchement, je te félicite parce que t'es pas obligé de le faire. Et toutes ces initiatives sont bonnes pour notre sport. Exactement. Moi je me dis ça, c'est pour ça en fait. C'est pour ça que je te félicite. Vraiment. Merci beaucoup. Sincèrement. Merci à toi de m'avoir reçu aussi. Avec plaisir. D'accorder du temps parce que c'est pas simple. Ouais, non, mais c'est normal. Ok, très bien. Merci beaucoup. Allez.